autrefois. Enfin, ce ne sera pas thèse, antithèse, synthèse. La première partie, je vais vous donner, de mon point de vue évidemment, je peux me tromper évidemment, un petit diagnostic de la situation économique de l'Europe de l'Ouest et en particulier de la France aujourd'hui, tel que, en tout cas pour ma part, je perçois les choses. Deuxième partie, je vais vous dire des choses autour de la contrainte énergétique et écologique. Et troisième partie, j'essaierai de vous convaincre que la transition énergétique est une solution, comme ça a déjà été affirmé tout à l'heure. Donc les deux premières parties, ce seront plutôt des mauvaises nouvelles, mais la lumière au bout du tunnel arrive dans la troisième partie. Donc le côté lumineux de la lucidité auquel il vient d'être fait allusion. Ça va pour les trois parties ? Donc première partie, un petit diagnostic de la situation économique européenne aujourd'hui. Il me semble que, disons, une grille d'analyse qui aide à se repérer, c'est ce que montrent un peu mes travaux scientifiques au CNRS, c'est que des grandes économies comme la nôtre, la France, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, le Canada, le Japon, ne peuvent connaître en vérité que trois types de situations. Il n'y a que trois régimes de croissance, pour parler un peu comme les économistes, qui sont compatibles avec, disons, les données de nos économies. Le premier régime, c'est quelque chose que nous connaissons bien, en tout cas une bonne partie d'entre nous dans cet amphithéâtre, c'est ce qu'on a connu pendant les 30 glorieuses, de 45 à 75 en gros, en France, c'est-à-dire une forte croissance, quasiment du plein emploi, et tout ceci accompagné d'une assez forte inflation. En tout cas, beaucoup plus d'inflation que ce que le traité de Maastricht nous autorise à tolérer dans la zone euro. Vous savez que depuis Maastricht, nous ne tolérons dans la zone euro que 2,5% d'inflation par an, et pendant les 30 glorieuses, nous avons eu beaucoup plus que 2,5%. 5, 6 et quelquefois 10% par an. Mais comme il y avait beaucoup de croissance, et par ailleurs quasiment pas de chômage, ça n'était pas vécu comme pénalisant. Donc ça, c'est le premier régime. Le deuxième régime, c'est quasiment l'exact inverse, c'est ce qu'on appelle la déflation. Alors, je prends quelques secondes pour vous expliquer ou vous réexpliquer, mais vous savez sûrement déjà, ce que c'est que la déflation et pourquoi la déflation est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grave que l'inflation. J'insiste là-dessus parce qu'on est très habitué aujourd'hui à entendre dire que l'inflation est la mère de tous les maux, et je ne suis pas du tout persuadé que ce soit vrai. La déflation me paraît bien pire. Alors la déflation, qu'est-ce que c'est ? C'est une situation dans laquelle les prix n'augmentent plus, et comme tout le monde voit que les prix n'augmentent plus, tout le monde, tous les acteurs économiques finissent par se convaincre que demain les prix vont baisser. Alors supposez que nous soyons la totalité de l'économie France dans cet amphithéâtre, et que chacun de nous est persuadé que les prix vont baisser demain matin. Donc vous reportez à demain toutes vos décisions d'achat ou d'investissement. Si vous êtes un ménage, vous pourriez acheter un appartement aujourd'hui, mais vous vous dites, bon, l'appartement coûtera moins cher demain, donc j'attends demain pour l'acheter. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous vous dites, je pourrais... Ça marche pas bien, là ? Un petit peu plus loin. Un peu plus loin, ça va, là ? Vous vous dites... Non ? C'est bon ? Ça va, là ? Vous vous dites, je pourrais investir aujourd'hui, mais comme vous pensez que ce sera moins cher demain, vous investirez demain, et donc vous embaucherez demain. Et ce faisant, tout le monde attend le lendemain. Comme moins de gens achètent et moins de gens investissent, les prix baissent vraiment. Vous voyez, c'est une espèce d'anticipation qui est autoréalisatrice. Si tout le monde est convaincu que demain les prix vont baisser, alors de fait, tout le monde agit de telle sorte que les prix baissent. Du coup, demain, les prix auront baissé, et le ménage qui aurait pu acheter son appartement aujourd'hui et qui a attendu demain se dit « Ah ben, les prix ont vraiment baissé, donc j'ai bien fait d'attendre, et donc je vais attendre un jour de plus. » Vous voyez ? Et le chef d'entreprise qui a attendu également avant d'investir et d'embaucher se dit de fait, les salaires ont baissé, ça sera encore moins cher demain, j'attends un jour de plus. Et ce faisant, tout le monde s'attend. Vous voyez, il y en a qui attendent Godot pendant des années, et là c'est l'économie qui s'attend elle-même. C'est une image, pour bien comprendre. Et ce faisant, elle tombe dans une paralysie complète, c'est-à-dire que plus personne n'a envie d'investir aujourd'hui, plus personne n'a envie d'acheter, et tout le monde reporte à plus tard, sine die, la décision économique qui permettrait à l'économie de redémarrer. Que ce soit du côté de la demande, par l'achat, ou du côté de l'offre, par l'investissement. Cette situation, c'est un vrai piège dans lequel le Japon, par exemple, est tombé il y a plus de 20 ans maintenant, à la suite d'une espèce de grande répétition générale de la crise des subprimes qui a eu lieu au Japon en 1990.
qui est en bien des points tout à fait similaire à ce que nous avons connu nous, hein, c'est-à-dire il y a eu une grande bulle immobilière au Japon, sur laquelle s'est greffée une grosse bulle financière. Les deux ont éclaté simultanément en 1990-91, et le Japon est tombé dans ce cas-là, juste après, dans cette trappe déflationniste, c'est-à-dire que les prix se sont mis à baisser, tous les ménages japonais et tous les chefs d'entreprise japonais se sont convaincus que demain tout serait moins cher, et se sont mis dans cette espèce de coma économique qu'est la déflation. Le Japon y est depuis plus de 20 ans maintenant, se débat, essaie d'en sortir et n'y arrive pas. Le drame de la déflation, c'est qu'on sait à peu près quand on y tombe, et personne, aucun économiste ne sait comment on sort de la déflation. Parce que pour en sortir, il faut faire une espèce de grande opération de psychologie collective où il faut réussir à convaincre tout le monde simultanément que demain les prix vont augmenter. Ce qui n'est pas du tout simple. Surtout quand depuis 20 ans, vous voyez qu'ils baissent. Vous voyez ? En Europe, la dernière fois que nous avons été piégés dans la déflation, c'était pendant les années 30. Hein, rappelez-vous la déflation Laval. Et nous n'en sommes sortis que grâce, entre guillemets, à la Seconde Guerre mondiale. Même aux États-Unis, en dépit de Roosevelt et du New Deal, en réalité, le New Deal lui-même n'a pas suffi à sortir l'économie américaine de la trappe déflationniste. À partir de 1937, les États-Unis ont de nouveau plongé dans la déflation. Et en réalité, ça n'est que la Seconde Guerre mondiale qui a permis à l'industrie américaine d'en sortir. Et donc, pour ma part, je suis de ceux qui pensent, mais je ne suis pas le seul, que la menace majeure en Europe aujourd'hui, c'est la déflation. C'est-à-dire qu'une fois que nous y serons tombés, nous en avons pour 20 ans de marasme, dont il y a fort à parier que nous en sortirons par des solutions politiques extrêmes. C'est-à-dire le drame de la déflation, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde est désespéré, et on se met par voter pour le premier guignol venu qui nous promet que demain, tout ira mieux, alors qu'il n'a aucune solution pour sortir de la déflation. Vous voyez ? Le Premier ministre japonais Shinzo Abe est peut-être, vous voyez, une espèce de version préliminaire de ce genre de personnage non démocratique qui pourrait réorganiser une sortie de route hors de la démocratie, comme nous en avons connu dans les années 30 en Europe, au Japon, et puis on pourrait avoir la même chose en Europe. Donc ça me semble une situation extrêmement dangereuse. Pourquoi est-ce que nous sommes guettés par la déflation aujourd'hui ? Parce que nous avons eu, comme le Japon, la crise des subprimes qui nous a affectés très fortement, et parce que nous sommes tous très endettés. Donc là, il y a aussi un point qu'il faut, à mon avis, bien repérer, c'est que la déflation n'arrive pas par hasard, elle arrive en général à la suite d'un krach financier qui a laissé des tas de gens surendettés. Là aussi, je passe 1 minute à expliquer ce point, parce que ça me paraît très important, d'autant que aujourd'hui, dans le débat public, en France notamment, on met uniquement l'accent sur la dette publique, et beaucoup d'entre nous sont convaincus que l'urgence des urgences, c'est de désendetter l'État. Moi, je n'en suis pas du tout convaincu, je pense que c'est même la dernière chose à faire maintenant. Non pas que ce soit une bonne chose que l'État ait des dettes, évidemment non. Il faudra qu'un jour ou l'autre, l'État français, comme les autres, réussisse à se désendetter, mais mon point ici, c'est de dire que ce n'est pas du tout l'urgence. Pourquoi ? Supposez de nouveau que dans cet amphithéâtre, nous soyons tous l'économie France et que nous ayons tous des dettes. Et c'est le cas en fait. Donc si vous regardez les chiffres, statistiquement, dans la zone euro, le plus endetté n'est pas l'État, pas du tout. Donc le taux d'endettement moyen de la puissance publique en zone euro, en ce moment, ça tourne autour de 90-95% du PIB de la zone euro. Et la France est pile sur la moyenne. Nous sommes pile dans la moyenne. Donc, au passage, nous ne sommes pas significativement plus endettés que les autres. Nous sommes dans la moyenne. Mais il y a bien plus endettés que l'État en zone euro. Les banques ont beaucoup plus de dettes. Ça dépasse 150% la dette bancaire du PIB. Les entreprises non financières ont également beaucoup de dettes, malheureusement. On est autour de nouveau de 90-100%. Et les ménages, vous et moi, surtout vous, moi moins, je suis jésuite, les ménages ont beaucoup de dettes aussi, 60% en moyenne. Les ménages sont l'acteur économique le moins endetté en zone euro. L'acteur économique le plus endetté, ce sont les banques. Alors si vous pensez qu'il faut commencer par faire le ménage avant de tenter quoi que ce soit, donc il faut se désendetter, admettons, dans ce cas-là, ce sont les banques qui doivent commencer à se désendetter, et pas l'État. Que l'État n'est pas le plus endetté d'entre nous. Qui plus est, et là j'essaie d'expliquer le lien entre le surendettement et la déflation, si nous sommes donc l'économie France dans cet amphithéâtre, si chacun de nous a beaucoup de dettes, si chacun de nous réussit à se convaincre que l'urgence des urgences aujourd'hui, c'est de se désendetter, qu'est-ce que vous allez faire ? Et qu'est-ce que je vais faire ? Nous allons tous
vendre un peu nos actifs pour récupérer des liquidités pour payer nos dettes. Il n'y a pas d'autre moyen. Non. Ce faisant, nous allons tous être vendeurs de nos biens. Du coup, les prix vont baisser. Si tout le monde vend et que personne n'achète, les prix baissent. Ça, c'est fatal. Et il se peut, et c'est ça le drame de la déflation, il se peut que le niveau des prix baisse plus vite, parce que nous sommes tous simultanément vendeurs, donc il y a une pression énorme à la baisse. Les prix baissent plus vite que la vitesse à laquelle moi, comme individu, ou comme institution, comme entreprise, comme ménage, j'arrive à me désendetter. Admettons que j'ai 100 de dettes, je vends un peu de mes actifs, ma dette a baissé de 90, mais les prix ont baissé de beaucoup plus que 10%. C'est possible. Dans ce cas-là, paradoxalement, le poids réel de ma dette, c'est-à-dire le niveau nominal de ma dette moins l'inflation, a augmenté. Vous voyez ? Sur le papier, je suis moins endetté, mais compte tenu de la baisse du niveau des prix, en fait, ma dette est plus lourde qu'elle ne l'était précédemment. Et donc, ceci a un effet très paradoxal, mais bien connu des économistes, c'est que si tout le monde est très endetté, et que tout le monde essaye de se désendetter en même temps, la dette de tout le monde augmente. Vous voyez ? Alors, il y a des exceptions, et c'est souvent, dans le débat public, on ressort souvent cette exception, qui est la Suède dans les années 90. Donc la Suède, dans les années 90, avait un secteur bancaire en grande difficulté, lui aussi surendetté. Donc elle a fait le ménage dans ses banques, de manière assez volontariste, et puis elle a procédé à une grande cure d'austérité budgétaire qui a permis d'assainir les finances publiques suédoises. Et quelques années après, très rapidement, la Suède est revenue sur un sentier, disons, qui ressemble au régime 1 dont je parlais tout à l'heure. Croissance forte, avec de l'inflation. Donc, quelquefois, on dit, mais voilà, vous voyez bien, l'exemple vertueux de la Suède, ça a du sens de se désendetter. Sauf qu'à l'époque, la Suède est toute seule à se désendetter. Le reste de la zone euro ne se vit pas du tout comme surendetté, à tort ou à raison, peu importe. Et du coup, s'il y a une personne dans cet amphi qui se désendette en vendant ses actifs, son impact sur le niveau des prix sera très faible. Elle est toute seule. Donc le niveau des prix va rester stable, en gros. Par contre, elle va réussir à se désendetter. Donc ça marche. Si vous êtes tout seul à vous désendetter, c'est très bien, faites-le. Si tout le monde est endetté et que tout le monde se désendette en même temps, ça ne marche pas. En tout cas, il y a un très fort risque pour que ça ne marche pas. Qui est dans la déflation aujourd'hui en Europe ? La Grèce y est, c'est sûr. Les prix baissent en absolu, en Grèce en ce moment. Des pans entiers de l'économie espagnole sont dedans également. Heureusement, il reste un peu, disons, le Pays Basque, la Catalogne, qui permettent à l'Espagne de garder la tête hors de l'eau. L'Italie est sur le bord, et nous ne tarderons pas tellement, à mon avis, à y tomber si le sud de l'Europe continue de s'enfoncer dans la déflation. Donc ça me semble extrêmement dangereux, vous voyez. Si en plus de cela, nous nous convainquons mutuellement que l'urgence des urgences, c'est que l'État lui-même se désendette, donc vende ses actifs, alors il va lui-même contribuer à la hausse de la dette de tout le monde. Parce que l'État lui-même va contribuer à la baisse des prix. Donc en réalité, si vous avez compris ce mécanisme, vous voyez que si tout le monde est très endetté, certes, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui se désendettent pour qu'on arrive à sortir du piège, mais il faut absolument qu'il y en ait quelques-uns qui, eux, se désendettent après les autres. Puisque si on se désendette tous en même temps, ça ne marche pas. Quel est le seul acteur économique qui peut se permettre de garder longtemps sa dette ? C'est l'État. Puisque les autres font faillite sinon. Donc vous voyez, mon point, c'est de dire, l'urgence des urgences, c'est surtout que l'État ne se désendette pas, en ce moment. Mais ce n'est pas du tout un plaidoyer pour le laxisme des finances publiques. Vous comprenez bien. Il faut commencer par les plus endettés, les banques, aider les banques à se désendetter, puis les entreprises, éventuellement les ménages, et ensuite l'État se désendettera. Mais dans cet ordre-là, pas dans l'autre ordre. Vous voyez. Ça, c'est le deuxième régime, la déflation. Et puis, dans mes travaux en tout cas, ce qui apparaît, c'est qu'il y a un troisième régime. Donc le premier régime, je vous rappelle, c'est croissance forte avec de l'inflation, les 30 glorieuses. Le deuxième régime, c'est la déflation. En gros, c'est ce que connaît le Japon depuis une vingtaine d'années. Et notre grande menace aujourd'hui, à mon avis, c'est de suivre la trajectoire japonaise. Et puis, troisième régime, c'est une croissance molle, faible, avec des cracks financiers à répétition. Ça, c'est ce que nous connaissons en Europe de l'Ouest depuis le début de la dérégulation financière dans les années 80. 2-3% maximum de croissance du PIB par an. Et puis ces dernières années, zéro en vérité.
Et disons en moyenne depuis 40 ans, 2-3% par an. Et des bulles à répétition, vous savez qu'en moyenne, depuis 40 ans, la planète finance connaît un krach tous les 4 ans, en moyenne. Et malheureusement, de mon point de vue, le prochain ne tardera plus beaucoup. C'est pas du tout que je le souhaite, mais c'est que vous avez repéré vous-même que le niveau des cours boursiers, des grands indices boursiers de la planète est de nouveau très très élevé, à une altitude supérieure à celle qui était la sienne juste avant le krach de 2007. Comme si la planète avait complètement tourné la page de la crise économique, et comme si nous étions repartis de plus belle, comme s'il ne s'était rien passé en 2008. Alors que vous savez bien qu'en réalité, l'économie réelle n'a pas du tout tourné la page de la crise. La crise économique, nous sommes en plein dedans, du côté de l'économie réelle. Donc ça veut dire qu'il y a de nouveau un découplage entre ce qui se passe dans la sphère financière et l'économie réelle, et ça veut dire qu'il y aura forcément un rattrapage un jour ou l'autre. Il y aura forcément une correction pour que la valeur des actifs financiers traduise de nouveau, de manière plus ou moins fidèle, la valeur de l'économie réelle. Vous voyez ? Et donc ça veut dire qu'il y aura forcément un krach, malheureusement. Quand, c'est assez difficile à dire, on ne peut absolument pas le prévoir, pour des raisons que je pourrais expliquer si vous le voulez, mais disons, vu le très haut niveau d'endettement, en particulier aux États-Unis et en Europe, et vu que les ménages américains recommencent à se réendetter comme ils l'ont fait entre 2000 et 2007, ce qui a donné lieu à la bulle des subprimes, on peut dire, sans trop craindre de se tromper, que d'ici 5 ans, la bulle actuelle aura de nouveau forcément crevé. Ce serait étonnant qu'elle arrive à gonfler encore plus de 5 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce troisième régime ? Ce troisième régime où il y a une croissance économique réelle faible, molle, et des krachs financiers à répétition, évidemment, vous avez pas mal de chômage, en règle générale, parce qu'il y a peu de croissance. Bon. Ça, c'est surtout lié à la déréglementation financière. Pourquoi ? Parce que c'est rendu possible par le fait que les marchés financiers, à partir du moment où ils sont dérégulés, peuvent proposer des investissements qui rapportent, donc qui ont des rendements absolument sans commune mesure avec ce que peut rapporter l'économie réelle. C'est ce qu'on appelle les opérations à effet de levier, pour les spécialistes, sur les marchés financiers. Vous pouvez encore aujourd'hui faire des opérations sur les marchés financiers qui vous rapportent 10% en un an. Bon, vous n'avez aucun investissement réel qui vous rapportera 10% en un an. Dans une économie qui n'a pas de croissance, c'est tout simplement impossible. Ça ne vous rapportera même pas 10% en 5 ans. Oui. Aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est encore possible. Évidemment, à condition de prendre des risques colossaux. Tout ça ne va pas sans risque sur les marchés. Mais quand vous êtes gagnant, voilà, vous gagnez 10% en un an sur les marchés, alors que vous auriez 0 sur l'économie réelle. Ce qui veut dire que les banques vont systématiquement jouer sur les marchés financiers pour gagner davantage. D'autant plus qu'elles peuvent savoir que si elles font des pertes colossales, le contribuable viendra à leur secours. Ça s'est déjà vu. Et nous n'avons pas fait grand-chose pour éliminer ce problème, ce qu'on appelle l'aléa moral chez les économistes, c'est-à-dire je suis incité à faire des grosses bêtises parce que je sais qu'on me sauvera si je fais des bêtises. Vous voyez ? Les enfants connaissent ça. S'ils savent que les parents viendront forcément à leur secours, ils testeront toutes les limites possibles et imaginables. Bon. Et les banques se conduisent de ce point de vue-là comme des enfants. Alors, aujourd'hui, vous avez encore des opérations de ce type-là. Vous avez des banques qui ont des rendements sur actions, donc combien rapporte le titre de l'action de la banque, qui sont à 8-9%. Dans une économie qui n'a pas de croissance, c'est que forcément, elles jouent sur les marchés financiers, prennent des risques phénoménaux, et ils sont incités parce qu'elles savent qu'elles ont un parachute qui s'appelle le contribuable. Par ailleurs, les immenses tombereaux de liquidités qui ont été créés par les banques centrales depuis 2008, essentiellement pour sauver les banques, donc ces milliers de milliards, je vous rappelle, milliers de milliards d'euros, de dollars, ont été injectés par les banques centrales sur ce qu'on appelle le marché interbancaire, là où les banques font leurs transactions entre elles. Cet argent-là a très peu irrigué l'économie réelle. Il n'est pas arrivé chez nous. Pourquoi ? Parce que les banques l'ont utilisé pour jouer sur les marchés. Ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est ça qui vous explique que vous ayez de nouveau une bulle sur les marchés financiers qui est gonflée par la monnaie créée par les banques centrales. Et par ailleurs, il n'y a pas d'inflation dans l'économie réelle. Pour sûr, il n'y a pas de monnaie qui rentre dans l'économie réelle. Puisque les marchés financiers jouent en fait le rôle d'une espèce de trou noir en astrophysique. Vous savez, les trous noirs, ça absorbe toute la lumière, l'énergie, l'information, et ça ne restitue rien au reste de l'univers. Donc, les marchés financiers jouent un peu ce rôle-là avec la monnaie. Ils absorbent la monnaie et ne la restituent pas à l'économie réelle. Ça va ? Vous voyez un peu comment ça fonctionne ? Alors, de mon point de vue,
Donc nous venons du régime 3, que nous connaissons depuis une quarantaine d'années, à cause de la dérégulation financière, et l'Europe se retrouve aujourd'hui de nouveau à la croisée des chemins entre le régime 3 et le régime 2, la déflation, alors que ce que tout le monde voudrait, c'est le régime 1. Revenir à, disons, une croissance forte, le plein emploi, avec de l'inflation peut-être, mais si c'est le prix à payer, pourquoi pas. Vous voyez ? J'en viens à ma deuxième partie. Pourquoi est-ce que nous ne réussirons pas à bifurquer vers le régime 1 sans réfléchir à la question de l'énergie ? Alors, pour en parler, je suis obligé de faire deux incises. Une première sur le climat, une deuxième sur la raréfaction des ressources énergétiques. La première sur le climat, sûrement vous savez tout ça très très bien, mais malheureusement, je crois que ce n'est pas inutile de le rappeler. Les conclusions du dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'études du climat, conclusions qui ont été rendues publiques au printemps dernier, sont littéralement catastrophistes. Nous n'arriverons pas à limiter nos émissions de gaz à effet de serre de manière à ne pas augmenter la température moyenne à la surface de la planète de plus de 2 degrés Celsius, alors que nos États s'y sont engagés. Donc vous voyez les données du problème. C'est au moment de la révolution industrielle, la température moyenne sur la surface de la planète, c'est 15 degrés en gros, avec évidemment une grande disparité entre le pôle Nord et le Sahara, c'est sûr qu'il y a une grande variance, mais en moyenne, ça fait 15 degrés. Depuis lors, la température augmente à cause des émissions de gaz à effet de serre qui font, l'effet de serre que vous connaissez. Nos États se sont engagés, il y a quelque temps, à faire en sorte qu'à la fin de ce siècle, et donc un certain nombre d'entre nous, les plus jeunes d'entre nous, dans cette salle, connaîtront cette fin de siècle, la température n'excède pas 17 degrés, 15 plus 2 degrés. Ça, ce sont nos engagements politiques. Eh bien, les conclusions du rapport du GIEC, aujourd'hui, c'est que nous n'y arriverons pas. C'est trop tard. Nous n'avons pas du tout pris les mesures nécessaires pour nous assurer que la température n'excédera pas plus 17 degrés. Du coup, ce que dit le GIEC, c'est la nouvelle limite supérieure que nous devons nous donner à nous-mêmes et qu'il ne faut surtout pas dépasser, c'est plus 5 degrés. Pourquoi plus 5 ? Parce que, au-delà de plus 5 degrés, les images qui se trouvent à la fin du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, ne seront plus à lire de manière allégorique pour faire progresser spirituellement le lecteur, mais de manière littérale. Donc la vie sur cette planète sera beaucoup plus compliquée pour l'humanité à la fin de ce siècle. Je n'ai pas besoin de vous décrire les détails, vous les connaissez sûrement. Vous savez que 70% de l'humanité vit sur du littoral, et donc ces 70%-là seront obligés de migrer. Ça veut dire des milliards de migrants sur cette planète, une multiplication inouïe des événements climatiques extrêmes, ça veut dire des tempêtes, des cyclones, des inondations, des sécheresses, que nous voyons déjà arriver en ce moment. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a quand même beaucoup plus d'inondations et de sécheresses aujourd'hui que lorsque vous étiez enfant vous-même. Bon, ça c'est le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est pas une augmentation tranquille de la température qui fait que chaque année il y a un peu plus de soleil que la veille. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On calcule aussi qu'en 2040, les gens qui prendront encore l'avion, s'il en reste, auront des turbulences pendant la moitié du temps. Pour ceux qui n'aiment pas les turbulences en avion, ce ne sera pas drôle du tout. Du tout. Donc le GIEC est alarmiste. Ce qui veut dire, à mon sens, que c'est quelque chose avec quoi nous ne pouvons pas plaisanter. Autant nos affaires, si vous voulez, de déflation, ça c'est des problèmes économiques, c'est une question d'argent. L'argent, c'est des signes, des conventions entre nous. Si on a trop de dettes, eh bien, on est capable aussi de remettre les dettes, c'est une grande tradition biblique. Ça, c'est les conventions entre nous, qui répartissent la richesse entre nous. En revanche, les lois de la physique, ça, on ne pourra pas jouer avec, c'est juste pas possible. Ce qui fait que ce dont je vous parle dans cette deuxième partie me paraît infiniment plus important que la première. Même si, comme économiste, évidemment, on me demande surtout de parler de la première. Vous voyez ? Et même si, bien entendu, et malheureusement, la force de la première fait qu'elle a complètement évacué dans le débat public en France l'interrogation sur la question climatique. Mais la question climatique est toujours là. Le climat continue de se détériorer, les gaz à effet de serre continuent de s'accumuler dans l'atmosphère, nous n'avons pas fait grand-chose contre, et la facture à payer à la fin du siècle sera terrifiante. Et d'ailleurs, elle sera payée déjà bien avant, pour dire les choses de manière très très caricaturale, en gros, si on atteint plus 3 degrés, donc à 18 en moyenne, il y aura vraisemblablement, d'après les amis ingénieurs agronomes, une baisse des rendements agricoles. Il fera trop chaud en moyenne,
Qui dit baisse des rendements agricoles veut dire que l'équation qui sera à résoudre en 2050, consistant à nourrir 9 milliards et demi de personnes sur cette planète, va devenir très très compliquée. Il faudra choisir pour chaque hectare de terre cultivable, si on veut le cultiver pour nourrir un être humain, pour nourrir du bétail, pour donner de la viande rouge pour les personnes qui mangent de la viande rouge, ou encore pour faire des agrocarburants. Vous voyez. Aujourd'hui, l'équation n'est pas encore trop tendue, mais en 2050, si nous sommes 9 milliards et demi, et si, qui plus est, les rendements agricoles s'effondrent, alors ça va devenir très très compliqué. Vous voyez. Voilà pour l'enjeu climatique. Je vous avais dit que ce serait sombre, mais vous allez voir, la lumière va arriver. Il y a un deuxième enjeu, malheureusement, qui est l'enjeu énergétique, dont on parle beaucoup moins. Peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, ou peut-être que vous en avez entendu parler, mais de manière un peu, biaisée. C'est ce qu'on appelle, avec un mot qui est très ambigu, le pic du pétrole. Alors le pic du pétrole ne signifie pas du tout que demain matin, il n'y aura plus de pétrole sur cette planète. Il en reste encore beaucoup, beaucoup trop. Il reste beaucoup de charbon, beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz. Et si nous déstockons la totalité de ces trois énergies fossiles hors du sol, nous achèverons de détruire définitivement le climat sur cette planète. Donc mon propos n'est pas du tout de dire le stock de pétrole demain matin sera épuisé. En revanche, il est de dire, et ça, c'est ça le thème du pic du pétrole, la taille du robinet qui nous permet de sortir du pétrole du sol, elle est finie. Si vous voulez, pour prendre une image, le ballon d'eau chaude est énorme, ça c'est la quantité de réserve qui nous reste, mais la taille du robinet est petite. La taille du robinet, aujourd'hui, en pétrole, c'est 90 millions de barils par jour. Depuis 2005, l'humanité n'arrive pas à produire plus de 90 millions de barils avec des techniques conventionnelles par jour. Pourtant, c'est pas faute d'essayer. Je peux vous assurer que les pétroliers investissent des dizaines de milliards chaque année pour essayer d'augmenter la productivité des puits existants, pour trouver des nouveaux forages. Vous savez qu'on fore à moins 3000 mètres sous l'eau aujourd'hui, etc. Et le pic du pétrole, au sens que je viens de définir, c'est-à-dire la taille du robinet est finie, a été atteint en 2005 au niveau planétaire. Ça a été reconnu par l'Agence internationale de l'énergie en 2010. Donc il y a eu un peu de cafouillage pendant 5 ans, entre 2005 et 2010, pour des raisons politiques essentiellement, mais finalement l'Agence internationale de l'énergie a quand même réussi à rendre publique cette information qui n'est niée par personne aujourd'hui. Il reste un petit débat pour les spécialistes sur la question de savoir si nous pouvons, je ne pose même pas la question de savoir si nous voulons, mais si nous pouvons techniquement crever ce plafond des 90 millions de barils jour avec des techniques non conventionnelles. Donc vous avez entendu parler, fracturation hydraulique de la roche, gaz de schiste, etc. Là-dessus, il y a un débat technique entre ingénieurs spécialisés. Moi, ce que j'entends, je ne suis pas un ingénieur énergéticien, mais ce que j'entends de mes petits camarades qui travaillent là-dessus, c'est que, en gros, la communauté est très divisée. La moitié pense qu'on pourra durablement faire beaucoup mieux grâce à ces nouvelles techniques. L'autre moitié pense que même avec ces nouvelles techniques, même si nous faisions l'erreur climatique de les autoriser, nous n'y arriverons pas. Et pour donner un exemple, Christophe de Margerie, le patron, le PDG de Total, a donné une interview dans le journal Le Monde l'an dernier où il a dit, même avec les techniques non conventionnelles, le pic du pétrole, toute technique confondue, est à attendre pour environ 2025. Donc si Christophe de Margerie dit que c'est 2025, ça veut dire que ça arrivera probablement avant 2025. Vous voyez ? En tout cas, on ne peut pas espérer, les personnes qui se fichent des questions climatiques ne peuvent pas espérer fonder la croissance de l'économie mondiale dans les 50 prochaines années sur l'exploitation du pétrole via des techniques non conventionnelles. C'est tout simplement impossible. Pourquoi est-ce que ceci est rédhibitoire pour la croissance ? Parce que, et là je défends un point de vue qui est personnel, tous les économistes ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, parce que de mon point de vue, l'essentiel de la croissance du régime 1, rappelez-vous, croissance avec inflation et plein emploi, les 30 glorieuses, l'essentiel de cette croissance-là provenait d'abord de l'augmentation de la consommation d'énergie par personne. Pour vous donner quelques chiffres très très simples, très faciles à retenir, l'augmentation du PIB par habitant sur cette planète pendant les 30 glorieuses, en gros, à la louche, je simplifie, c'est 3% par an, ce qui est énorme. Chaque année, la richesse mondiale produite augmente de 3% par habitant par rapport à l'année précédente. Ces 3% se décomposent en 2 plus 1. 3 égale 2 plus 1. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Donc 3%, c'est l'augmentation du PIB par habitant, par an. 2, c'est l'augmentation de la consommation d'énergie
par habitant et par an. Ce qui veut dire que chaque année, pendant les 30 Glorieuses, chaque habitant sur cette planète, en moyenne, a consommé 2% d'énergie supplémentaire par rapport à l'année précédente. Et à l'époque, comme on ne parle absolument pas, ou quasiment pas d'énergie renouvelable, cette énergie-là, puis il n'y a pas encore de nucléaire en France, cette énergie-là, c'est essentiellement l'énergie fossile. Pétrole, charbon, gaz. Et puis le 1%, 3 égale 2 plus 1, le 1%, c'est l'augmentation de l'efficacité énergétique, c'est la manière dont nous utilisons l'énergie que nous consommons. Donc ça, c'est nos petits bras, le progrès technique, le stress au boulot, les heures sup, vous voyez. Ça, c'est le 1% lié au génie humain, si je puis dire. C'est le progrès, quoi. Donc vous voyez que 3 égale 2 plus 1, ça veut dire que 2 tiers de notre croissance, c'est juste notre aptitude à consommer plus d'énergie. 1%, c'est le progrès technique. Vous voyez ? C'est les conférences du soir à Besançon, tout ça. Voilà. Depuis les années 80, cette équation très simple, 3 égale 2 plus 1, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Elle est devenue 1,5 en moyenne. 1,5 d'augmentation du PIB par an, par habitant, égale 0,5 plus 1. Le plus 1 à la fin, c'est toujours le même, c'est le stress au boulot, les heures sup, les conférences le soir, le progrès technique, l'intelligence collective, tout ça. Le 0,5, c'est l'augmentation de la consommation d'énergie par habitant. C'est quasiment 0, c'est un tout petit peu au-dessus de 0. 0,5, disons, pour simplifier. Ce qui ne veut pas dire que nous n'augmentons plus notre consommation d'énergie fossile de manière significative. Ce qui veut dire qu'elle augmente quasiment plus vite que la démographie. Parce que rappelez-vous, tout ce que je vous dis là, c'est depuis une minute, c'est par habitant. Vous voyez ? Et donc, si ce 0,5 tombait à 0, là, il nous resterait 1%. On ne pourra jamais faire plus que 1%. Sauf à changer complètement notre mode de vie, de production, de consommation, de manière à ne plus dépendre de l'énergie. Et c'est ça la transition énergétique. Alors, un autre exemple avec ces 3 chiffres, 3 égale 2 plus 1, 1,5 égale 0,5 plus 1, c'est le Japon. Je reviens sur le Japon, qui, comme je disais tout à l'heure, est piégé dans le régime 2, la déflation, depuis 20 ans. Alors, au Japon, cette équation-là s'écrit depuis maintenant 15 ans, 0 égale 0 plus 0. Pourquoi ? Parce que le Japon, comme l'Europe, n'a pas de ressources énergétiques sur son territoire, de ressources énergétiques fossiles, et parce que, comme il est dans la déflation, il n'investit plus, rappelez-vous, comme je pense que les prix baissent, j'investirai demain, donc aujourd'hui je n'investis pas, puis demain je me dis, j'ai bien fait d'attendre, je vais attendre un jour de plus, et je m'endors à attendre une inflation qui ne viendra jamais. Le Japon n'investit plus, et donc il n'y a même plus le progrès technique, les 1% qui actuellement nous sauvent encore en Europe. Vous voyez ? Et donc ma crainte à moi, c'est que si on ne réalise pas à la fois ce que c'est que le piège de la déflation et l'importance de l'énergie dans notre économie, eh bien nous allons tout droit vers le scénario japonais. Nous allons être condamnés à 0 égale 0 plus 0. Alors, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez. Ce que je dis là n'est pas un plaidoyer pour que nous fassions la croissance tous azimuts. Mais je dis simplement, si vous parlez des politiques, il y en a dans la salle, si nous voulons qu'il y ait de la croissance, je ne dis pas que c'est un impératif, mais si nous voulons qu'il y ait de la croissance, alors il faut bien intégrer ces 2 paramètres, la trappe déflationniste, la dépendance de notre économie à l'énergie, qui fait que sans transition énergétique, et compte tenu du fait qu'en Europe, pas plus qu'au Japon, nous n'avons de ressources énergétiques fossiles sur notre territoire, nous n'aurons plus de croissance, tout simplement. J'en arrive à ma 3e partie. Pourquoi la transition énergétique est la solution ? Est une solution, je ne comprends pas que ce soit la seule. En quoi ça consiste ? Eh bien, pour le dire en un mot, ça consiste à transiter de l'économie dont nous avons hérité à l'issue de la révolution industrielle, c'est-à-dire une économie essentiellement construite sur la consommation d'hydrocarbures fossiles, pétrole, charbon, gaz, vers une économie qui dépend d'autres types d'énergie, qui, elles, seront beaucoup plus faciles à extraire, à renouveler, etc. Ces autres énergies, c'est quoi ? Vous les connaissez, c'est évidemment les énergies renouvelables et le nucléaire. Pour l'instant, je n'entre pas tout de suite dans le débat sur la question de savoir s'il faut plus ou moins de nucléaire en France. Je suis sûr qu'on en reparlera tout à l'heure, donc je laisse ça pour les questions. La transition énergétique, beaucoup de gens disent on ne sait pas ce que c'est, au fond c'est un mot, mais c'est vide, il n'y a rien qui est derrière, c'est pas vrai. L'an dernier, il y a eu un comité des experts pour le débat national sur la transition, qui a été réuni à l'initiative du gouvernement de l'an dernier, dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir siéger, qui a réuni en gros 70 scientifiques
de quasiment toute discipline. Donc vous aviez des spécialistes des nuages, des spécialistes de la biodiversité, voilà, des physiciens évidemment, et puis 2 économistes perdus au milieu de tout ça. Ce comité a fait un travail absolument remarquable, à mon avis, a rendu un rapport qui fait 2000 pages au gouvernement, dans lequel il décrit une douzaine de scénarios de transition énergétique pour la France. Donc on ne me dise pas, on ne sait pas ce que c'est la transition, parce qu'en fait, il y a 12 feuilles de route qui décrivent comment on pourrait faire la transition. Alors, il n'y en a pas qu'une, donc ça c'est la mauvaise nouvelle pour ceux qui ont du mal à prendre des décisions parmi nos politiques. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, donc il faut choisir. Mais la bonne nouvelle pour nous tous, c'est que ça veut dire que le choix doit être fait, à mon avis, au terme d'un débat démocratique. Qu'est-ce qui distingue ces 12 scénarios ? Ben, c'est évidemment, vous vous en doutez, le mix énergétique français, en gros, en 2035. C'est-à-dire, quelle va être la place du nucléaire que nous souhaitons dans notre mix énergétique en 2035 et quel chemin nous prenons pour y arriver. Je simplifie beaucoup, mais en gros, c'est quand même ça. Donc, à un extrême, disons à ma droite, mais sans qu'il y ait de coloration politicienne, vous avez le scénario Négatep, qui est un scénario qui mise essentiellement sur le nucléaire. Et puis à l'autre extrême, vous avez le scénario Négawatt. Donc ne confondez pas Négatep et Négawatt, parce que c'est les 2 extrêmes opposés. Négawatt qui mise sur une sortie la plus rapide du nucléaire possible, donc en gros 2035, avec, entre maintenant et 2035, pendant les 20 années qui sont devant nous, des investissements massifs dans les énergies renouvelables et donc une décrue progressive du nucléaire et pour compléter tout ça, du gaz pendant 20 ans. Le gaz étant l'énergie fossile la moins polluante des 3. Pétrole, charbon, gaz. Et puis au milieu, vous avez toute une série de scénarios intermédiaires qui se distinguent par le fait qu'ils sont ni complètement nucléaires, ni complètement sortis du nucléaire en 2035. Donc pour les spécialistes, vous avez le scénario Ancre, le scénario ADEME, etc. Je simplifie beaucoup évidemment, mais je crois que ça aide à se représenter le débat. Qu'est-ce qui est commun à ces 12 scénarios ? Ce qui est commun à ces 12 scénarios, c'est tout le travail que nous devons faire sur le volet efficacité énergétique et économie d'énergie. Là-dessus, les 12 scénarios sont à peu près d'accord entre eux. Il n'y a pas eu de débat entre experts, ça s'est mis en place très rapidement et, disons, c'est assez clair pour tout le monde. La première étape, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Pourquoi ? Parce que les bâtiments, ça vous étonnera peut-être, nos bâtiments en France, c'est 40% de la consommation d'énergie fossile en France. Et c'est entre 1/4 et 1/3 de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, en rénovant thermiquement nos passoires thermiques, nous faisons d'une pierre deux coups, nous réduisons notre consommation d'énergie fossile, donc nous réduisons notre dépendance à l'énergie fossile, et nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre. Ça va ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se contenter de simplement durcir les règles pour le bâti neuf ? Parce que souvent j'entends dire, mais au fond il suffit de demander qu'à partir de demain matin, toutes les maisons que nous allons construire soient à énergie positive, par exemple, et ça suffira bien. La réponse est non, malheureusement, parce que nous avons la chance en France d'avoir un parc immobilier extrêmement riche, et le neuf ne renouvelle l'ancien qu'à hauteur de 0,3% par an. Donc ça va beaucoup trop lentement. Si on ne fait que du neuf, nous aurons quand même l'apocalypse à la fin du siècle. Donc il faut aller plus vite. C'est pour ça qu'il faut rénover aussi l'ancien. Qui dit ancien veut dire à la fois les bâtiments résidentiels et les bâtiments publics. Alors pour ma part, j'ai beaucoup travaillé cette année sur la question de la rénovation thermique des bâtiments publics. Je pourrais vous en dire davantage si vous le souhaitez. Derrière cette question de la rénovation thermique des bâtiments, vous devinez peut-être, vous sentez peut-être que c'est beaucoup plus que simplement refaire la toiture et calfeutrer les fenêtres et mettre du double vitrage. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque ça suppose en vérité un réaménagement complet de notre territoire en France. Donc vous avez aujourd'hui des urbanistes qui travaillent sur comment doit-on réorganiser nos villes d'ici une génération, dans 20-25 ans, pour qu'elles soient compatibles avec ce grand projet qu'est la transition énergétique. La réponse, c'est plutôt faire des petites villes très denses, où il n'y aura plus de voitures. Ça, c'est le deuxième thème, c'est la mobilité. Plus personne ne prend de voiture dans les villes. Beaucoup de transports publics, pour permettre à ceux qui ne font pas de vélo de se déplacer quand même. Et ces centres urbains reliés par du train, ou du car, là où on ne peut pas faire passer le train. Ça veut dire au passage qu'il faut réhabiliter l'extraordinaire réseau ferré que nous avions en 1945 et que nous avons très bêtement détricoté.
La bonne nouvelle, pour ceux qui sont nostalgiques, c'est que nos ravissantes petites gares de province qui sont fermées depuis 40 ans vont pouvoir être réouvertes. Ça veut dire aussi, autre excellente nouvelle, que nous allons pouvoir nous adonner à notre sport favori, qui est de nous disputer sur la question de savoir s'il faut faire passer le train dans telle commune ou dans telle autre. Tout ça, vous vous en doutez, c'est extraordinairement créateur d'emplois, des emplois locaux, parce que c'est pas en Chine qu'il faut aller réhabiliter les bâtiments et qu'il faut faire du train, c'est en France. Et c'est pas les ouvriers chinois qui le font à notre place. C'est créateur d'emplois locaux, ça n'est pas exposé à la concurrence internationale. Et l'autre excellente nouvelle, c'est qu'on peut le faire tout de suite. Il n'y a aucun obstacle technique à le faire. Alors ça, je peux vous garantir. Ça a été très clair l'an dernier au comité national, et ça l'est encore plus maintenant dans le petit consortium que j'ai la chance de pouvoir diriger, où se retrouvent l'essentiel des entreprises du bâtiment et des entreprises de la mobilité, disons, pour réfléchir à ces questions-là. On sait faire la rénovation thermique des bâtiments en France, et on a plein de propositions, de solutions pour faire de la mobilité verte en France. Le troisième chapitre, donc le premier chapitre, rénovation thermique des bâtiments, deuxième chapitre, mobilité verte, troisième chapitre, le verdissement, si je puis dire, des processus agricoles et industriels. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Là, la bonne nouvelle, c'est que du côté industriel, en fait, on a déjà commencé depuis longtemps. L'industrie européenne a déjà commencé sa transition, en vérité, dans les années 80, à la suite des 2 chocs pétroliers. Donc notre industrie est beaucoup moins dépendante du pétrole aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 70. Ce qui veut dire d'abord qu'on sait faire quelque chose comme la transition. On est déjà dedans, en réalité, même si on ne le sait pas. Mais comme M. Jourdain, vous savez, qui pratique la prose sans le savoir, eh bien, nous sommes tous en transition depuis 40 ans sans le savoir. Au moins au niveau industriel. Au niveau agricole, très très peu. Et là, il y a un enjeu considérable, que vous devinez bien, qui est, alors je reviens aux images sur lesquelles travaillent les urbanistes, sur ces petits centres urbains, il faut absolument qu'il y ait de la polyagriculture autour de ces centres urbains avec des circuits courts. Ce qui veut dire que notre agriculture aujourd'hui, qui a des rendements exorbitants, mais essentiellement grâce à la chimie c'est le pétrole, et qui est ultra spécialisée de telle sorte qu'on ne fait quasiment que du blé dans la Beauce, du lait en Normandie et de la viande en Creuse, dans le Limousin. Il faut arrêter ça, parce que du coup, vous avez le blé, le lait et la viande qui font 4 fois le tour de la France avant d'arriver dans notre assiette. Ça, c'est possible tant que nous continuons à consommer du pétrole sans du tout réfléchir. Ça ne le sera plus du tout si nous entrons en transition et si nous acceptons de renoncer à notre dépendance vis-à-vis du pétrole. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir développer les AMAP. Vous connaissez ça, les AMAP? Les circuits courts agricoles avec de la polyagriculture autour des petits centres urbains. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que les grandes banlieues pavillonnaires du type Aix-en-Provence, Marseille, avec piscine, ça, c'est terminé dans 20 ans. Il faut arrêter ça. Parce que dans ces grandes banlieues pavillonnaires, vous ne pouvez vivre qu'avec une voiture. Si vous n'avez pas de voiture, c'est impossible. Et du point de vue de la rénovation thermique des bâtiments, c'est complètement inefficace d'avoir un pavillon tous les 50 mètres. Quand vous rassemblez les pavillons ensemble dans une ville, tout le monde bénéficie de la chaleur des voisins, c'est bien connu. C'est pour ça qu'il fait toujours en moyenne 1 ou 2 degrés de plus en ville qu'à la campagne. C'est pas que les citadins ont plus chaud, dégagent de la chaleur. C'est qu'ils sont tous ensemble et que la densité dans une ville est bien supérieure. Et donc, vous connaissez tous ça aussi dans les immeubles. Le voisin du dessus, du dessous chauffe celui qui est au milieu. Voilà. Donc vous voyez que la transition énergétique, d'abord, on a quelques idées sur la façon dont il faut la faire. On sait la faire techniquement. C'est extraordinairement créateur d'emplois. Je crois que ça a beaucoup de sens. Et à mon avis, c'est ça le grand projet politique, social, qui est devant nous. Et j'irais même jusqu'à dire, à mon avis, un projet, on pourrait dire, eschatologique. Je prends 2 minutes pour expliquer ça. De mon point de vue, nous vivons une espèce de grande panne eschatologique, au sens technique du terme, depuis les années 70. Au fond, en 1945, sortie de la Seconde Guerre mondiale, la génération qui arrive à l'âge adulte à ce moment-là a une mission historique très claire en Europe de l'Ouest, qui est de reconstruire l'Europe. Il n'y a pas à tergiverser, l'Europe est en ruine, tout le monde retrousse ses manches et on reconstruit. Et la génération héroïque, pour moi, de mes grands-parents, en gros, fait ce travail, en une génération, de reconstruire l'Europe. Dans les années 70, c'est à peu près réalisé, au moins pour un certain nombre de pays, dont la France. Et si à l'époque, en 71, pour des raisons qu'on pourra discuter si ça vous intéresse, Richard Nixon aux États-Unis n'avait pas décidé de manière unilatérale l'abandon des accords de Bretton Woods,
probablement l'Europe aurait-elle dépassé économiquement les États-Unis. Tellement cette génération héroïque de 45 a bien travaillé. Évidemment, elle a fait ça au prix d'une dévastation énergétique qui est ce que je vous racontais tout à l'heure, 3 égale 2 plus 1. C'est-à-dire, cette croissance extraordinaire qui a permis de reconstruire l'Europe s'est faite sur la base d'une consommation de plus en plus effrénée d'énergie fossile. Donc évidemment, c'était pas durable. Mais on ne peut pas ex post en faire le reproche à cette génération qui ignorait tout des effets de gaz à effet de serre. D'une certaine manière, pour prendre une image, cette période-là des 30 Glorieuses ressemble un petit peu à la sortie d'Égypte pour le peuple hébreu. Le peuple hébreu est retenu en esclavage en Égypte. L'Égypte, c'est la dictature, c'est le totalitarisme, c'est la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. On en sort et on reconstruit l'Europe au pas de charge. On sort de l'Égypte et on traverse la mer à pied sec. Miracle. La difficulté, c'est qu'après la mer, on se retrouve au désert et personne ne connaît la route qui conduit à la terre promise. D'ailleurs, personne ne sait très bien ce que c'est que la terre promise. Arrivé dans les années 70, la génération qui arrive à l'âge adulte, et peut-être un certain nombre d'entre nous ici dans cet amphithéâtre en fait partie, n'a plus comme mission historique de reconstruire l'Europe, puisque c'est déjà fait. Et elle n'est pas prête non plus, elle a bien raison, c'est déjà fait pour un certain nombre de pays. Je vois quelqu'un qui hoche de la tête. Oui, le sud de l'Espagne, c'est pas fait encore à l'époque. Je suis bien d'accord. Mais je simplifie. Cette génération-là n'est pas prête non plus à endosser de manière naïve les grandes utopies de la fin du 19e autour du progrès technique. Pourquoi ? Parce qu'on sait aussi, dans les années 70, que le progrès technique, c'est à la fois merveilleux et en même temps, ça rend possible aussi Hiroshima, Nagasaki, le Goulag, les camps de concentration, Auschwitz, etc. Donc, on ne peut plus être naïf dans les années 70. On ne peut plus croire à une grande utopie. Du coup, c'est à mon sens ce qui explique bien pourquoi il y a, à partir des années 70, dans nos pays, une désaffection à l'égard des grandes institutions qui portent ces utopies. Au premier rang desquelles l'État et l'Église. Et du coup, à mon sens, dans les années 70, nous sommes tombés dans une espèce de panne eschatologique, au sens où, depuis cette période-là, nous n'avons plus de grands récits pour nous dire pourquoi nous sommes ensemble, et d'où nous venons et vers où nous allons. Un peu comme le peuple hébreu au désert qui est complètement paumé. Alors vous avez en plus Moïse, rappelez-vous, qui va sur le mont Sinaï discuter avec le bon Dieu, mais il est loin. Ça c'est le général de Gaulle qui s'en va, si vous voulez. Le général de Gaulle est parti. Alors qu'est-ce que fait le peuple hébreu ? Vous vous en souvenez, Exode 32, eh bien il se construit un veau d'or, parce qu'il est tétanisé de trouille. Et donc il se fait un veau d'or en se racontant une histoire qui est que grâce à ce veau d'or, il va s'en sortir au milieu du désert. Et nous, à mon avis, ce que nous avons fait, c'est que nous avons construit notre veau d'or, ça s'appelle la dérégulation financière. Et nous nous sommes racontés à nous-mêmes que les marchés financiers, qui sont simplement des lieux où on fait des paris d'argent, vont assurer la prospérité de notre continent jusqu'à la fin des temps. Ce qui est techniquement absolument impossible. Je pourrais rentrer dans les détails si vous voulez, mais ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Et aucun économiste sérieux ne peut vous prétendre le contraire. Vous voyez ? Ce faisant, nous n'avons toujours pas trouvé de route, de chemin, de carte vers la terre promise. Et nous n'avons toujours pas de grands récits qui nous disent pourquoi nous sommes là, pourquoi nous vivons ensemble, quelle est la terre que nous voulons transmettre à nos enfants, etc. À mon avis, la transition énergétique et plus largement écologique, c'est ce grand récit. C'est ce grand projet de société qui est devant nous, qui est techniquement réalisable et qui donnerait du sens à nos existences. La jeune génération aujourd'hui, il y en a quelques représentants ce soir, heureusement, hérite de quoi ? Elle hérite d'un monde où tout va mal, d'une société qui est ruinée, et je ne crois pas à mentir en disant qu'une partie de cette génération fait une espèce de procès implicite à la nôtre, à la mienne et à la génération de mes parents, en disant mais qu'est-ce que vous nous léguez comme société et comme monde à vivre et à habiter ? Si cette génération-là, les jeunes, les plus jeunes que moi, dans cette salle, prend conscience du fait que sa grande mission historique aujourd'hui, c'est de mener à bien la transition écologique, alors elle a quelque chose à faire sur cette planète. Alors ça vaut la peine de se lever le matin et on sait pourquoi on se lève. Vous voyez ? Et moi, ma petite expérience, c'est que les plus jeunes, quand il peut m'arriver de leur dire ça, un certain nombre d'entre eux, je vois des étoiles dans leurs yeux. C'est-à-dire que ça a du sens. Il y a une mission historique pour la jeune génération d'aujourd'hui. Si elle arrive à mettre en place la transition écologique, alors on parlera d'elle dans les livres d'histoire à la fin du siècle. Parce que ce qu'elle a à faire devant elle aujourd'hui est au moins aussi extraordinaire que ce qu'a fait la génération de 45
en reconstruisant l'Europe en 30 ans. Et à mon avis, c'est même encore beaucoup plus difficile et beaucoup plus héroïque. Donc, les plus jeunes, on parlera de vous à la fin du siècle, dans les livres d'histoire. Si vous réussissez. Si vous ne réussissez pas, on ne parlera pas de vous, parce que probablement les gens auront tellement de soucis qu'ils auront d'autres choses à faire que d'écrire des livres d'histoire. Vous voyez ? Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour qu'on puisse débattre entre nous.